Mais voilà, donc en aparté, on vient de faire une petite marche constitutionnelle. On est une dizaine de personnes. On est à Vidi, donc sur les bords de la rivière Lémanique. C'est génial. Et puis, je profite. Donc, c'est une première petite conférence. On va se la jouer assis, tranquille. Mais c'est pas une conférence. Non, non. C'est une interaction avec des gens qui ont envie de poser des questions. On a parlé de trucs là tout à l'heure avec un autre Pascal ici présent, avec d'autres personnes, un Bernard, un Philippe, etc., etc. Valère, merci. Et l'idée aujourd'hui, c'est, disons, de répondre à un certain nombre de questions. On sait tous qu'il y a cette votation demain pour limiter à 10 millions le nombre de personnes qui vivent en Suisse. Évidemment, moi, je suis plutôt en faveur, hein, tant est que la discipline crée de la difficulté pour aujourd'hui, mais de la facilité sur le long terme. Hein. On dit but tomorrow easy. Et c'est ça le truc. Donc aujourd'hui, on doit impérativement être discipliné pour léguer à nos enfants quelque chose dont on puisse être fier, tout simplement. Donc, on va pouvoir parler de ça. On parlait d'une autre chose assez intéressante tout à l'heure. On me faisait remarquer, comme je l'avais écrit dans le livre 2024, que une des pires catastrophes pétrolières était l'Exxon Valdez en Alaska et que ça a, dans un premier temps, tué la totalité de la flore marine, aquatique, mais tous les oiseaux, les pingouins, enfin la totale. Oui, mais que 10 ans après, c'est une explosion de vie. Pourquoi? Parce que quand on met des hydrocarbures dans l'eau, mais qu'est-ce qui se passe? La première chose qui se passe, c'est qu'on nourrit le premier maillon de la chaîne alimentaire. Et quand on nourrit le premier maillon de la chaîne alimentaire, d'après vous, qu'est-ce qui se passe? C'est une explosion de vie. Le krill d'abord, le phytoplancton, toutes les crevettes, les crustacés, tous les petits mollusques. Mais ensuite viennent se repaître des mollusques, des gros prédateurs, des dauphins, et viennent manger ensuite toutes les dorades, les loups de mer, et puis bien entendu ensuite les plus gros poissons type requin. Donc, toute la chaîne alimentaire est approvisionnée à l'infini. Donc, par définition, même les pires catastrophes naturelles sont recyclées par la Terre. Et la Terre va bien, croyez-moi. Ce qui ne va pas, c'est l'être humain. C'est une évidence. L'être humain ne va pas bien parce qu'il vit dans un monde biaisé, que ce soit au niveau de nos croyances les plus fondamentales, comme au niveau politique, comme au niveau financier. On a besoin de tiers regards pour permettre aux citoyens de comprendre les flux financiers à tous les niveaux. Et si vous faites ça, 95% ou 95% pour nos amis français de l'équation que vous cherchez à résoudre est résolue. Est résolue. Pourquoi? Parce que vous allez responsabiliser chaque étage de la fusée gouvernementale qui nous sert tous. À partir du moment où les juges savent qu'ils ne peuvent pas rendre de jugement sur des bases financières, d'intérêts politiques ou autres, parce que sinon ils seront l'opprobre de tous leurs voisins, ils arrêteront de le faire. Hein? Dès que le tiers regard est actif, tout le monde est responsabilisé. Donc, on parlait de l'Exxon Valdez. Ben oui, l'Exxon Valdez, c'est aujourd'hui une explosion de vie. Et j'ai un de mes copains là qui est plongeur. Moi, j'ai fait tous mes brevets de plongeur quasi professionnel. CMAS, évidemment. J'adore PADI, c'est gentil pour les vacances. Mais les seuls vrais brevets de plongeur, c'est les brevets CMAS. Eh oui, c'est comme ça. Moi, j'ai fait les CMAS, P2, P3, la totale, merci. Donc, voilà. Et puis, je rencontre un de ces plongeurs, un gars fabuleux, qui est peut-être multimilliardaire, milliardaire en tout cas, mais peut-être multimilliardaire maintenant. Et il a son bateau, il va en Alaska, il plonge comme une bête, il fait le truc. Et c'est lui qui me disait, parce qu'il me disait qu'il avait été plongé là-bas. Puis je lui disais, mais ça doit être un désert maritime, le truc. Puis Pascal, tu es fou. Euh, Lire la presse internationale dans ce genre de domaine est dangereux. Lui faire confiance, c'est mortel. T'es mort, mon gars.
Tu fais confiance à ces gens-là, à des CNN, à la télévision suisse romande, à TF1, France 2, à CNBC, MSNBC, LCI, etc. Mais ils sont tous payés par les mêmes milliardaires. Ils ne militent que pour ce qui leur apporte de l'argent. Donc ça veut dire que, mon gars, ils vont te mentir du début à la fin sans aucune interruption. C'est une évidence. Donc bref, j'arrête là. Mais j'aime pas parler de ce genre de choses, entre guillemets, à l'antenne quand je sais que les vidéos vont être publiées parce que chaque fois je me fais censurer. Si j'explique que le CO2 est le premier maillon moléculaire de la chaîne de la vie, ce qui est un état de fait. Hein. Chaque molécule du vivant dans le règne des fongiques, dans le règne végétal comme dans le règne animal, chaque molécule du vivant a un atome de carbone en son centre. Ouais, c'est pratique, hein? Il y a 6 électrons sur la dernière couche périphérique. Ah ouais, c'est assez cool comme architecture. D'où vient ce carbone? Uniquement du CO2. Il n'y a pas d'autre source. Il n'y a aucune autre source. Mais même pour les coquillages, hein, qui ont leur coquille en carbonate de calcium, ce n'est pas du carbonate de silicium, c'est du carbonate de calcium. D'accord? Carbonate. Ce n'est pas du silicionate de carbone. Non, non, non. Carbonate. OK, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que toutes ces molécules sont constituées avec un atome de carbone en position centrale et ça ne vient que du CO2 par la photosynthèse. Tu vois, la petite feuille ici, comme ça, c'est la photosynthèse. Si tu crois que le carbone qui a servi à l'établissement des molécules qui soutiennent l'effort biologique de ce petit brin d'herbe que j'ai ici, et que la plante va prendre du carbone dans le sol, mais mon gars, va étudier la biologie. Non, c'est la photosynthèse. Et puis, la photosynthèse, comment est-ce qu'elle fait? Elle prend du CO2 dans l'atmosphère, elle garde le carbone pour ses structures biologiques et elle relâche quoi? L'oxygène, qui est un déchet pour elle. Et pour nous, c'est quand même vachement pratique, parce que l'oxygène, hein, de ton premier souffle au sortir du ventre de maman jusqu'à ton dernier souffle sur cette terre, tu ne pourras jamais t'en priver pendant plus qu'1 ou 2 minutes. Ah ouais. Ben, c'est uniquement le CO2 qui est capté par la plante, qui fait la photosynthèse, qui garde le carbone et qui relâche l'oxygène. Assez pratique comme mécanisme. Mais quand je parle de ce genre de truc, non mais attends, aussi dingue que ça puisse paraître, par exemple, sur TikTok, je me fais tout de suite censurer. Ah, c'est hop, terminé. On n'a pas le droit de dire ce genre de choses. Pourtant, tous les meilleurs professeurs de Yale, de Princeton, de Columbia, New York, du MIT, de Harvard et tout, quand ils sont à la retraite, parce que quand ils ne sont pas encore à la retraite, ils n'ont pas le droit de parler. Non, ça va nuire aux intérêts financiers. Mais quand ils sont à la retraite et qu'ils ont enfin le droit de s'exprimer selon leurs convictions profondes, mais ils vous racontent tous la même chose. Mais comment ça se fait qu'on n'exige pas de nos médias, mais qui nous donnent l'information? Mais c'est quand même dément, parce qu'il n'y a que les intérêts financiers qui priment. Bon, j'arrête avec le monologue, parce que, OK, ouais, évidemment, j'adore raconter ce genre de trucs, mais je crois qu'on a tous bien compris. Donc, enfin, je ne sais pas s'il y avait des trucs, Pascal, toi, voilà, il y avait des trucs dont tu voulais parler éventuellement. Donc, dis-moi, hein. Ouais. OK, d'accord. Ouais, Philippe. Mon cher Pascal, qu'est-ce que tu penses des sondages Tamedia? Est-ce que pour toi c'est une imposture qui est faite par des marchands de peur, surtout par rapport aux dernières élections en cours? Bon, les instituts de sondage, ouais, j'ose même pas en parler, en fait. Mais bien sûr qu'on te vend de la peur. Hein, c'est une évidence et c'est indispensable. Hein, quand on veut garder le peuple sous contrôle, on lui fait peur. On dit souvent que le peuple préfère la paix la plus injuste que la guerre la plus juste. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut tous amener à bien l'éducation de nos enfants. On veut tous éviter la maladie.
on veut tous se prémunir de l'accident. Donc, en fait, c'est le business de la mafia. La mafia crée des peurs. Et ensuite, elle vient chez les gens qui ont pignon sur rue, même les médecins, les épiciers, les restaurateurs. Et la mafia leur explique qu'ils sont capables de les protéger du kidnapping de leurs enfants, de tous les dangers. Alors même que, soyons quand même clairs, c'est la mafia qui organise les dangers en question. Donc, c'est-à-dire que l'État t'organise des dangers, mais va ensuite te demander de lui donner ton argent pour qu'il puisse te protéger des dangers qu'il a entièrement créés. Donc, évidemment qu'on vit dans un... En fait, c'est le business de la Cosa Nostra. C'est le business de la mafia à Chicago, à New York, à Los Angeles, enfin, partout. Et l'humanité a dépensé des milliards pour se défaire de ça. Et puis, ça marche tellement bien que les États ont repris le même business model, les gars. Relax. Hein? On te fait peur avec un COVID-19, avec un nouveau vaccin, un nouveau soi-disant virus, etc., etc. Et toi, tu vas te vacciner. La plupart des gens sont des gens bien intentionnés. Et le coût, mais cognitif, de comprendre que tu as été trahi, c'est une monstruosité. C'est terrible. Les gens sont dans la souffrance. Ils ne peuvent pas admettre avoir été trahis de cette façon. Donc, par définition, oui, c'est le business model de nos États. Parce que ça marche tellement bien que, voilà, puis ils vont te mettre des écrans de fumée à tous les niveaux pour te faire croire qu'ils font ça pour toi. Hein? Ça s'appelle Terre des Hommes. Ah oui, Terre des Hommes. Ça s'appelle une ONG pour une Suisse qui fonctionne. Ah bon, pour une Suisse qui fonctionne? Ah ben oui, c'est plutôt bien intentionné ça. Ça s'appelle Économie Suisse. Parce que Économie Suisse, qui ont quand même financé, environ 4,5 millions l'élection, donc le oui, le non contre 4,5 millions contre l'initiative à 10 millions en Suisse. L'UDC, en totalité, ils ont eu, je crois, à peu près ce qu'a payé Économie Suisse. J'ai plus tous les chiffres exacts en tête, mais c'est du style 4,5 millions. Alors que les gens favorables au non à l'initiative ont récolté 6,5. Et alors, on me faisait une remarque intéressante sur une dernière vidéo. On me disait, oui, mais pourquoi est-ce que tu ne parles pas des gens qui ont sponsorisé Louis? Mais les gens qui ont sponsorisé Louis, mon ami, c'est l'UDC uniquement. Ils ne sont pas avec Swisscom, avec Lasloka, avec tous les membres qui vivent, en fait, de l'inefficience du cadre légal. C'est complètement dingue. Donc, évidemment qu'on est manipulé comme des bêtes, quoi. On nous vend de la peur. Le pire étant ce qui se passe à l'université. Hein? Parce que, alors, ça, c'est une pure monstruosité. Depuis quand est-ce que l'université est politisée? Depuis quand est-ce qu'on fait peur aux étudiants en leur disant « Ah non, mais vous allez perdre l'Erasmus, vous allez perdre les échanges avec d'autres pays, d'autres juridictions, d'autres cultures, d'autres langues parlées. Vous ne pourrez plus aller vous former aux États-Unis. C'est terminé pour vous. » Mais c'est une infamie, les gars. Non, vos diplômes ne seront plus reconnus aux États-Unis. Alors même que, est-ce que la Suisse reconnaît les diplômes de médecins qui viennent du Canada, des États-Unis, d'Inde ou de Chine? Évidemment pas. Hein? Je l'ai déjà dit, mais je le répète, j'ai un membre de ma famille tout à fait proche qui, après 15 ans d'enseignement au Canada, aux États-Unis, une pro, mais la top professionnelle. Elle revient ici en Suisse, elle a une formation, non seulement elle a la formation, mais elle a 15 ans d'expérience. En Suisse, on ne va quand même pas reconnaître un diplôme et l'expérience pratique de 15 ans d'une personne qui a un passeport à croix blanche, mais qui, comme elle a fait toutes ses études aux États-Unis, elle doit faire 4 ans d'études supplémentaires pour qu'on lui accorde 4 ans d'études supplémentaires pour qu'on lui accorde l'équivalence en Suisse, qu'elle puisse recommencer à enseigner. Mais tu crois rêver, mon gars. Et voilà le chien qui vient nous dire bonjour. Salut, toi. Excellent. Il sera peut-être sur la vidéo.
Et oui, il va l'être, d'après ce que je vois sur ma régie. Donc voilà, mais je ne sais pas, Philippe, est-ce que ça te convient comme réponse ou tu attendais autre chose? Non, non, moi, c'est une réponse qui me convient. On pourrait aussi évoquer la partie des syndicats, UNIA, les syndicats, les fédérations de police aussi, qui font une espèce d'hold-up sur les gens qui sont syndiqués, mais notamment euh, prendre la parole, alors que c'est prendre la parole, prendre en otage les policiers pour faire croire à la population que les mesures qui vont être prises si la loi sur la durabilité passe vont empêcher des échanges de données et les flics de travailler. Je veux dire, c'est monstrueux. C'est de la manipulation. Ben, Philippe, je te remercie. Quoi. Et comme quoi, je ne suis pas le seul à le contacter. Pardon? Volontiers, volontiers. Je te passe le micro. Pardon. Liliane, merci. Mon cher Pascal, d'abord, ça fait vraiment plaisir de te revoir après quelques mois. Et puis, je voulais savoir, après ce magnifique ouvrage que tu as publié en 2024, que j'ai réparti. Je pense aussi que le livre 2024 peut être assez choquant pour certaines personnes, parce que se sentir trahi par un grand nombre d'individus, se sentir manipulé, finalement c'est un aveu quelque part d'une forme de naïveté, voire même de stupidité. Parce que ne pas comprendre ce que j'explique dans certains domaines comme l'écologie, comme la nutrition, comme la source de financement des États ou la feuille de route qu'il nous est indispensable d'emprunter pour rendre sa souveraineté au peuple, c'est difficile à accepter. Hein, d'un point de vue cognitif, c'est quand même méchant. Hein, comme tu me le disais, ça saigne à chaque page, mais on sent la bienveillance. Heureusement qu'on sent la bienveillance, hein, parce que sinon j'aurais la honte, quoi. Et le problème, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui te décrit le paysage traversé. Non, je t'offre des solutions qu'on va aller tester ensemble dans le marché pour de vrai. Et c'est ça la problématique. C'est que je demande, tu sais, on dit dans le domaine de la communication, une image vaut 1000 mots et une action vaut 1000 images. Donc, moi, ce que j'essaie de faire en sorte, c'est que les gens se mettent en action. Pas pour moi, pour eux, pour leurs enfants. Comment est-ce que je peux les convaincre que, oui, quand tu étudies quelque chose, une image vaut 1000 mots, mais que quand tu veux que quelque chose se réalise, une action vaut 1000 images. Et c'est ça qu'on doit mettre en place. Donc, quel est mon bilan? Ben, mon bilan, c'est que les choses se mettent en place petit à petit. On m'a proposé de créer des communautés artificiellement, en achetant littéralement des communautés. Non, mais ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il nous faut des gens convaincus, des gens qui sont prêts à s'engager, qui ont compris que l'avenir finalement de l'humanité dépend de notre capacité à leur léguer un monde non biaisé. Non biaisé, dans lequel ils aient accès par le tiers regard aux flux financiers de tout ce qu'ils payent, eux, en direct. Et ça concerne l'éducation des enfants, ça concerne la santé, ça concerne la justice, donc l'État, les systèmes de gouvernance. Et si tu donnes un accès total à tous les citoyens dans le domaine les domaines que je viens de mentionner, c'est clair que tu es in business. Maintenant, pour ce faire, il faut organiser les marches constitutionnelles. Et c'est ce qu'on va faire au Festival Nexus dans les jours qui viennent avec Étienne Chouard. On va faire une première marche le vendredi. Et nos amis de Nexus, qui apparemment sont des gens qui veulent trouver une solution, veulent la proposer aux citoyens, c'est merveilleux. C'est juste merveilleux. Dingue, merci. Eh bien, il me propose de refaire une marche constitutionnelle tout de suite derrière, dès le lundi. Et je parlais à Marco, salut Marco, qui me disait, il faut qu'on aille l'organiser à Paris. Et moi qui ai eu un appartement pendant 30 ans à Paris, j'adore la ville de Paris, quoique aujourd'hui un peu moins qu'il y a 20 ans. Soyons quand même clairs. Hein. Mais Paris doit retrouver sa beauté de l'époque. Oui, on doit aller à Paris pour aller faire les marches constitutionnelles,
pour aller faire un sitting autour des palais gouvernementaux, on ne peut pas les appeler autrement, hein, parce que si tu regardes, quand tu passes dans n'importe quel village-ville de France, il y a 3 bâtiments qui sont rutilants, c'est la gendarmerie, la mairie et éventuellement les bâtiments administratifs. Mais tout est totalement délabré. Il n'y a plus de boulanger, il n'y a plus d'épicier, c'est terminé. On doit aller prendre position, faire un sitting autour de ces bâtiments administratifs détenus par l'État jusqu'à qu'on les oblige à tenir une assemblée constituante de tirer au sort. Et beaucoup de gens me disent, mais ça va être très compliqué. Non, pas du tout. En aucun cas, ça ne sera jamais compliqué de faire ce qui est juste et dans l'intérêt du plus grand nombre. Parce que, encore une fois, quand tu te balades en France, tu vois souvent des monuments à la gloire des résistants. Tu vois assez peu de monuments à la gloire des collabos. Aujourd'hui, tous nos politiques sont les collabos des intérêts financiers de la pharma, de l'agroalimentaire, de l'énergie, de la santé, de tous les départements, de tous les secteurs d'activité humaine. Et c'est eux qui tiennent les politiques. C'est infâme. Et on veut une totale transparence sur tous les flux financiers qui lient tous ces gens. Et si on le fait, en l'espace, il y aura un point de bascule. Et Valère, ce point de bascule, je te le promets, nous allons le connaître de notre vivant. Ce n'est pas une affaire d'années, c'est une affaire de mois. Peut-être une année ou 2 maximum. Mais on est à 2 doigts. Les Anglais, ils n'en peuvent plus. Les Anglais ne sont pas des révolutionnaires, contrairement aux Français. Et pourtant, ils sont à 2 doigts de la révolution. Ce sont des négociateurs. J'allais dire, ce sont des boutiquiers. Avec tout l'amour que j'ai pour mes amis anglo-saxons, hein, évidemment. Mais c'est vrai, ils négocient. Les Français sont des révolutionnaires. Les Français, quand ça va trop loin, c'est terminé. On oublie. On oublie. Bref. Donc, ce que je suis juste en train de te dire, c'est que le bilan, toute révolution commence gentiment. Il faut 3 ans de disette avant que la Révolution française ne se mette véritablement en place. Hein? Et quand les gens ont vu la moitié de leurs enfants mourir de faim, d'inanition, c'est clair qu'on est motivé pour la Révolution. Là, aujourd'hui, on te prend entre 60 et 80% de la valeur de ton travail à travers les taxes sur l'énergie, les impôts, à travers tous les impôts indirects, à travers l'inflation. Les mauvaises langues te diront que grâce à l'inflation et à l'argent banque centrale, on t'a volé 99% de la valeur de tes économies de 1920 à aujourd'hui. Et d'un point de vue mathématique, il n'y a rien à dire. C'est un état de fait. D'accord. Donc, les gens, ils n'en peuvent plus. C'est terminé. C'est game over. Ils n'en peuvent plus. Donc, on verra bien. Moi, je pense que le livre 2024, c'est un outil, c'est une arme dont tu peux te servir pour reconquérir ta liberté, ta souveraineté de citoyen, pour redevenir un vrai citoyen, un homme qui a le droit de citer. C'est ça que tu veux être. Tu ne veux pas être un électeur. Non, tu ne veux pas donner à une démocratie représentative la capacité de prendre toutes les décisions pour toi. Dans une démocratie représentative, le moment où tu mets ton bulletin dans l'urne, c'est le moment où tu décides que tu ne décideras plus rien. Parce que tu viens de donner ce pouvoir à ton représentant. Mais game over! Tu es un citoyen, mon ami. Un citoyen qui a le droit de citer, qui peut prendre part de les décisions quant à l'administration de la cité, quant à la guerre, quant à l'administration, enfin, tout, la santé, tous les sujets importants, sans aucune exception. Et c'est ça que 2024 te propose. Le livre 2024, ça n'est rien d'autre que ça. Je te le dis. Donc, oui, à mon avis, ouais, le bilan, je ne sais pas, en tout cas, tous les gens qui l'ont lu étaient plutôt contents. Ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, ah oui, pas mal, quoi. Il y en a même qui m'ont dit, mais Pascal, oui, c'est pas un livre, c'est 7 livres.
C'est un livre sur l'éducation, c'est un livre sur la santé, c'est un livre sur les constitutions, sur les systèmes politiques, c'est un livre sur une feuille de route quant à reconquérir notre liberté en partie perdue. C'est surtout un livre sur les solutions à mettre en place d'un point de vue constitutionnel. Parce que je suis pour les assemblées constituantes, oui, mais je lâche pas les gens dans la nature alors qu'ils n'ont pas eu le temps de poser leur esprit, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire pendant 4 ans sur le sujet. Hein? C'est le guide de montagne qui te dit « Ah ben tiens Valère, on va monter sur cette montagne, tu la vois juste là ?» Puis en fait, la montagne, toi, tu ne vois que des crevasses, des séracs, tu vois des arêtes de glace, de rochers, tu dis « Mais mon Dieu, mais comment est-ce que je vais monter sur ce truc-là » Et moi, je te dis « Non, 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 Valère, moi, je suis monté 4 fois déjà au sommet. On va y aller ensemble, tranquille, tu prends ma corde, tu mets ton mousqueton sur ton baudrier et on va marcher ensemble, tu ne prendras aucun risque et nous irons voir le sommet ensemble. Et tu fais un effort physique, viens avec moi, mais tu ne prendras aucun risque. Et on va se retrouver dans quelques heures, tu auras la vue la plus dingue que tu as eue de ta vie. Et c'est ça que je propose en 2024. C'est ça que je vous propose de faire. Et encore une fois, oui, on va le faire ensemble. C'est sûr, absolument certain. Et je termine sur un point, parce qu'évidemment, tu me permets de parler de ça. Donc, c'est à quoi sert une constitution? Parce que les gens disent « Ah oui, la constitution, mais qu'est-ce que la constitution ?» Non, les gars, la constitution, c'est d'une simplicité totale. Une constitution, ça sert à protéger le peuple des abus du gouvernement ou de tout système de gouvernance. Ça ne sert qu'à ça. C'est les règles dont on s'est doté pour vivre ensemble. En fait, c'est une volonté de vivre ensemble. C'est notre volonté exprimée de s'entendre entre êtres humains et de vivre ensemble. Ça sert à ça. Une constitution ne sert qu'à ça. Voilà. Et elle s'articule sur des assemblées constituantes tous les 2 ans, de tirer au sort, tu veux des tirés au sort, autant de femmes que d'hommes, de riches que de pauvres, de jeunes que de vieux, etc., etc. C'est la base, de manuels que d'intellectuels. On veut une constitution, ça sert le peuple, c'est pour le peuple. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, les gars, tous les 2 ans, c'est assemblée constituante. Tous les 2 ans, c'est assemblée révisionniste, révision du cadre légal. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est comme ça que ça doit fonctionner. On va arrêter là pour aujourd'hui. Mais merci à vous d'avoir participé, d'être là et tout. C'est juste génial. Je vous remercie pour votre aimable et bienveillante attention. Paix à vous. Paix à tous les hommes de la planète. Peace out.